D'aujourd'hui qui va pouvoir nous entretenir ou échanger avec nous autour de une santé. Nous allons essayer de la faire précéder par un petit bilan, un aperçu de ce qu'a été 2023. Cela avant de pouvoir passer à la présentation sur une santé qui nous sera faite par le professeur Boudaboula, qui est très habitué et même président du conseil d'administration de notre organisation. Il est professeur des universités, il est chercheur, un très amoureux du partage de la science, avec qui nous avons commencé ce travail et qui le continue. Il a travaillé avec plusieurs organismes internationaux, notamment l'OMS, CACIDC, c'est notamment avec ICANN, le réseau donc africain de la prévention et du contrôle des infections. Et il a travaillé avec le ministère de la Santé et un expert international qui a eu la chance de pouvoir capaciter aussi plusieurs pays et plusieurs systèmes de santé. Cela dit, pour les dispositions pratiques, nous demandons à chacun, quand il joint, de pouvoir garder son micro fermé, de façon à ce que nous puissions éviter des interférences, et éventuellement sa caméra pour que ceux-là qui sont en mouvement, pour éviter de pouvoir retenir l'attention donc de l'assistance à eux plutôt que sur le présentateur. Après la présentation du professeur Boulaboula Ali, nous allons tous ensemble passer à un jeu de questions-réponses et les panélistes que nous aurons ici auront aussi l'opportunité de pouvoir enrichir et de répondre aussi aux questions de cette façon communautaire. Pour donc commencer, nous allons remettre la parole à notre collègue Moirabou Mathias, qui va pouvoir nous donner un aperçu de ce qu'a été l'année passée à SCPC. Bienvenue à tout un chacun et bonne attention. Monsieur Marabou, si vous pouvez y aller, euh, partager l'écran. Sinon, je demanderai à ce qu'on active le mien pour que je puisse aider à partager au cas où cela s'imposerait. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de le mettre en mode diaporama, donc le plein écran pour chaque plage. Merci. Oui, un petit moment. C'est bon. Merci. Nous allons vous partager le bilan de nos activités de l'année passée, l'année 2023. En 2023, nous avons eu des sessions de formation et des sessions de webinaire. Nous avions réalisé 41 sessions de webinaire. Dans ces sessions, nous avions eu 363 participants qui ont suivi nos sessions en provenance de 46 pays de différents continents. Le nombre total de nos sessions de webinaire était 70 heures. Et suite à ces sessions, nous avions certifié 80 participants qui étaient assidus à nos sessions. À part nos sessions, nous avons eu une formation sur le leadership en PCI et nous avons renforcé la capacité de 25 infirmiers titulaires des différents centres de santé. Et nous avons eu pendant cette année à collaborer avec différents partenaires
notamment la division provinciale de la santé, qui est une division de la province d'ici de Kivu, des ministères de la Santé ici en République démocratique du Congo. Nous avons collaboré avec ECO, avec ICANN, avec UNM Health Sciences et aussi ISP Côte d'Ivoire et enfin Africa CDC. Merci de nous avoir suivis. À vous, docteur. Merci beaucoup, M. Marabou, pour ce partage de ce qu'a été l'année 2023. C'est avec plaisir que nous voyons que cela a été fortement actif et cela nous permettrait de pouvoir entrer maintenant et passer la parole au professeur Lali pour sa présentation sur une santé. Nous vous souhaitons une bonne attention, professeur. À vous, la plateforme. Merci, docteur Valérie, pour me donner la parole cet après-midi pour présenter mon sujet. Je souhaite aussi à mon tour la bienvenue à tous les participants qui ont daigné venir nous écouter. C'est avec plaisir que nous allons commencer cette première session de l'année 2024 sur les thèmes de une santé pour ce mois de février. Nous commençons par les concepts et les définitions. La semaine prochaine, l'un de nous va présenter une autre session sur les zoonoses. Une semaine après, quelqu'un d'autre pourra nous parler sur la résistance aux antimicrobiens, toujours en rapport avec une santé. Et voilà comment nous programmons le mois de février. Nous programmons le mois de février pour nos activités. En attendant, je partage mon écran. Je ne sais pas si l'écran est visible pour tout le monde. Tout à fait, professeur. Merci. Merci. Voici le plan de notre communication sur une santé. Nous avons l'historique du concept, les définitions, les facteurs environnementaux partagés, la résistance microbienne, les perspectives et à retenir. Vous verrez sur ce texte, j'ai mis une santé ou une seule santé. Je demanderai toute votre indulgence d'accepter cela. Ça s'est dit une santé ou une seule santé selon les cas. Alors, le concept baptisé une seule santé n'est pas nouveau. Des approches intégratives prenant en compte l'être humain dans son environnement sont très tôt apparues dans l'histoire de l'humanité à la recherche du bien-être entre croyances et observations des santé, des états de santé, je voulais dire. Alors, là,
la, l'approche Une Santé est considérée comme l'aboutissement d'un concept ancien mis au goût du jour et de fantastiques avancées dans les domaines des sciences médicales, des sciences de l'environnement et des sciences de l'information. Toujours dans l'historique, l'écologie. L'écologie est une science qui traite de l'étude des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc, interaction des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Ernst Haeckel, qui est biologiste et philosophe allemand, doublé de créateur du terme écologie, a dit: le progrès des sociétés humaines est interdépendant de la nature. Alors, Hippocrate, pour vous dire que ce n'est pas une nouveauté, Hippocrate 430 avant notre ère posait déjà les fondements de la géobiologie et de l'influence du lieu de vie sur l'homme à propos de l'air, de l'eau et des lieux. Parce qu'il conseillait à ceux qui voulaient pratiquer la, la médecine à l'époque d'observer là où ils arrivent les mouvements de l'air, de l'eau, le relief des lieux, le vent, ainsi de suite, tout cela qui ont de l'influence sur l'être humain. Les définitions. Le concept Une Santé repose sur le postulat que la santé des humains, celle des animaux, celle des plantes et celle des écosystèmes sont interconnectées, interdépendantes dans des environnements partagés. L'approche Une Santé est transdisciplinaire, nécessitant une collaboration multisectorielle dans divers domaines de la science. La collaboration multisectorielle concerne les sciences de la santé humaine, mais aussi vétérinaire et alimentaire. Concerne aussi des sciences de l'environnement, des sciences humaines et sociopolitiques, ainsi que des sciences du numérique et informatique. Les problèmes de santé dont s'occupe l'approche Une Santé, nous pouvons énumérer l'émergence de pathologies Yeah. nouvelles, les zoonoses, les maladies à transmission vectorielle, la résistance aux antimicrobiens, la sécurité alimentaire, la contamination des environnements par des milliers de polluants et d'autres menaces sanitaires communes,
aux personnes, aux animaux et aux plantes. Voilà les questions de santé, non, les problèmes de santé dont s'occupe une santé. Disons un mot sur les facteurs environnementaux partagés. Eh bien, ces facteurs ont un impact certain sur la santé. Et on distingue deux types de facteurs, les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Pour les facteurs abiotiques, ils sont liés à l'environnement physique naturel. C'est le cas de l'air, de l'eau ou d'une roche et des facteurs inhérents à ces environnements. Le cas du climat, de la température, des précipitations, de l'ensoleillement et du vent. Ils jouent, donc ces facteurs, un rôle important dans la survenue des maladies climato-dépendantes. Donc, nous avons des maladies dont la survenue est liée aux éléments du climat. Les facteurs biotiques, ces facteurs sont liés au monde des êtres vivants comme les vecteurs et les réservoirs d'agents pathogènes. Les microbes responsables des maladies infectieuses, les êtres vulnérables, infectieux ou vénéneux. De nombreuses affections sont connues comme facteurs intervenant dans l'éclosion de ces maladies. C'est le cas, on peut donner un exemple, des zoonoses. Hein, donc, il y a des zoonoses qui sont venues et transmises par des petits mammifères et ils peuvent transmettre ces maladies à l'homme. Autre domaine intéressé par l'approche une santé, c'est la résistance microbienne. On parle de la résistance aux antimicrobiens lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ne répondent plus aux médicaments utilisés par la pharmacopée, pourrais-je dire, en usage en médecine humaine et vétérinaire. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence est que les maladies infectieuses deviennent plus difficiles à traiter et augmentent leur risque de propagation et d'aggravation. C'est un chapitre qui sera développé les semaines à venir dans une autre session. Voyons maintenant les perspectives. Les perspectives dans cette approche, une seule santé. Eh bien, il faut dire que les perspectives d'une seule santé diffèrent selon les agences ou programmes. Par exemple, le cas des programmes de santé publique considère ce concept comme une gestion intégrée
des maladies zoonotiques. Quant aux agences de développement et les programmes de santé mondiale, trouvent en ce concept une solution intégrée et efficace pour atteindre des objectifs de développement durable. En dépit de la perspective privilégiée, c'est-à-dire pour chaque agence ou chaque programme, un élément central demeure l'intégration des connaissances de tous horizons pour que l'ensemble des personnes, animaux et écosystèmes aient une situation socio-environnementale propice à leur santé. Que pouvons-nous retenir? Les humains, les animaux et les plantes vivent dans des environnements proches et interagissent. L'approche Une santé modifie l'approche classique de observation, diagnostic et traitement pour promouvoir la prévention. Alors, le thème commun entre les différentes agences et programmes est la collaboration intersectorielle. Merci pour votre attention. Cher professeur, nous vous disons merci pour cette présentation aussi claire qu'intéressante. Et chers participants, voici donc ouverte la session des questions-réponses pour éclaircissement, mais également à nos amis panélistes qui sont en ligne, nous demandons s'il y a une contribution à rajouter. La plateforme est donc à nous pour ces contributions. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir lever la main ou de pouvoir ouvrir le micro et parler, nous vous prions de pouvoir lever la main et nous allons à ce moment-là vous désigner afin que vous puissiez faire votre intervention. Professeur, je vais commencer, je vais me lancer. Vous avez parlé de cette collaboration multisectorielle. Et vous avez évoqué notamment la notion de la résistance antimicrobienne. Ma question que je voudrais vous adresser, c'est de savoir si possiblement au pays où vous êtes, il existe une plateforme qui réunirait les vétérinaires ensemble avec ceux qui font la médecine humaine et éventuellement les agriculteurs pour essayer de pouvoir aborder les différents problèmes qui concernent la santé, la seule santé ou la santé, une santé. À vous, professeur. Merci beaucoup, Dr. Valérie, pour cette question importante. La vérité est que je suis à Bukavu présentement, mais c'est en Belgique que j'ai appris au mois de mars passé un professeur qui a présenté les données de son voyage au Sud Kivu, où je me trouve présentement, qu'il y a une association avec laquelle il a travaillé ou échangé, dont les vétérinaires
et les agriculteurs se réunissent ou euh, ont commencé à collaborer dans cette initiative pour faire vivre cette approche Une Santé. Mais je n'ai pas eu des éclaircissements là-dessus. Euh, bon, la communication était en néerlandais. Évidemment, l'introduction était en anglais. Je n'ai pas su, et je pense qu'après sa communication, il a répondu toujours dans les mêmes langues. Je n'ai pas su avoir l'adresse de cette association aussi au sud où je me trouve présentement. Mais je vous promets de faire un effort parce qu'il faut collaborer. Je pense que je passerai à la division de la santé pour avoir les plus amples informations pour essayer de collaborer aussi avec cette plateforme. Mais je vous l'ai dit, il y a pas, je n'ai pas entendu le terme de collaboration avec les médecins de la place. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, professeur. Pour enchérir, j'étais de passage l'année passée à Lubumbashi et cette discussion a eu lieu entre un vétérinaire et moi-même. Et je suis admis à une plateforme des organisations paysannes. La division donc, des organisations paysannes, elle est tout à fait assez personnelle au chef de division et où de temps à autre, il parle de cette de ce manque de collaboration entre les médecins vétérinaires et les médecins donc dans la médecine humaine, ainsi que les agriculteurs autour de cet aspect qui est très très important dans une ville aussi grande que celle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Je crois que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller beaucoup pour essayer de faire prendre l'initiative et probablement vous-même prendre l'initiative avec le ministère de la Santé ou la division de la Santé qui nous permettrait de pouvoir essayer de pousser ces approches-là. D'autant plus que les pipelines, la production des antibiotiques, il y a très peu de possibilités alors qu'il faille prévenir que nous puissions avoir une résistance qui puisse traverser d'un domaine à un autre aussi facilement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si en ligne il y a quelqu'un qui a une question, Et, une contribution. s'il vous plaît, docteur Valérie, je voulais ajouter, parce que vous parlez de Lubumbashi, j'ai pu rencontrer aussi des collègues de l'université de Lubumbashi qui formaient une très bonne délégation en Belgique. C'est bon. Professeur, votre micro s'est refermé spontanément et vous parlez à vous-même Il y a, peut-être. Merci. il y a eu coupure de la connexion. Alors, je disais que, comme vous parliez de Lubumbashi, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi une bonne délégation de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi, qui était aux mêmes assises que moi à Hasselt en Belgique. Et lors d'une réunion, d'une plénière, on a parlé de la, de la, de la santé, Une Santé plutôt. Eh bien, il y avait un professeur de pharmacie euh, qui était vraiment bien introduit dans le problème de Une Santé, mais il était informé, mais pas vraiment appliqué dans le domaine. Et nous nous sommes promis, moi aussi, comme des représentants d'une université marocaine, que dans les mois qui viendraient, on se mettrait ensemble pour mai. Ça n'a toujours pas démarré. Je pense qu'il est temps de relancer les choses. Voilà, donc à Lubumbashi, l'université de Lubumbashi est au courant de la chose et ça me donne beaucoup d'espoir.
Merci beaucoup, professeur. Avec votre autorisation, vous nous permettrez de pouvoir adresser cette question aussi à nos collègues qui sont à Kinshasa. J'en vois quelques-uns qui viennent de joindre le groupe pour demander s'ils sont en disposition de parler. Les amis qui sont à Kinshasa, et notamment ceux qui sont du ministère de la Santé publique et de la Prévention, y a-t-il une collaboration entre au niveau du ministère de la Santé avec d'autres ministères, notamment celui d'élevage, notamment celui d'agriculture, celui d'élevage et pêche, celui d'agriculture, sur cette notion de une seule santé? S'il y a des collègues de Kinshasa qui peuvent bien nous aider, parce que nous sommes en train de regarder éventuellement dans l'approche des SCPCI, de pouvoir essayer de réseauter les uns et les autres de manière à pouvoir améliorer la santé, d'autant plus que la couverture santé universelle nous demande aussi de pouvoir tenir compte de ces aspects. Y a-t-il cette collaboration entre les différents secteurs pour essayer de faire la promotion d'une santé ou une seule santé? À vous, pour les collègues qui sont à Kinshasa. Merci. Oui, nous vous en prions, chers collègues. Docteur Richard. Oui, merci, prof, pour la parole. Bonjour à tout le monde. Désolé de vous rejoindre en retard. Cette collaboration existe bel et bien. Et cette collaboration date de 2018 que ça s'est accentué dans le contexte des urgences avec l'intégration dans le domaine des réponses Ebola des aspects vétérinaires. À l'INRB, c'est une ancienne collaboration parce que déjà le prélèvement au niveau de chauves-souris et tout ça nécessitait que la médecine vétérinaire s'y ajoute et ce qui est on a associé. Mais il y a quelques temps passés, on a suivi de formations avec l'appui de l'OMS pour former des équipes surge pour la réponse aux urgences. Et ce sont des équipes multidisciplinaires où on a pris pratiquement tous les ministères impliqués. Pêche, élevage, agriculture, et tout ça, tous ces ministères ont été impliqués dans la formation de ce corps d'urgence pour le pays. Donc, je peux dire oui, il existe bel et bien cette collaboration dans le domaine. Et même pour les réponses actuelles qui sont organisées, par exemple, les derniers, le, les inondations qu'on a dû organiser, c'est une activité qui est gérée par le ministère des Affaires humanitaires. Mais l'aspect médical, l'affaire humanitaire se rabat au niveau de la santé pour pouvoir travailler. Et là, on inclut la défense, la justice, l'intérieur et tous les autres pour globaliser le point. Mais pour les aspects une seule santé, vraiment, il y a bonne collaboration, je me dis, entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine actuellement. Merci. Merci, docteur. Nous reviendrons à vous certainement. 46 pays, nous avons vu, et ce PCI a eu la participation des collègues venant de plusieurs pays, non seulement africains, mais aussi en dehors du continent africain. Y a-t-il une expérience d'autres pays ici sur la plateforme qui pourrait être partagée par des collègues qui sont d'autres pays que la RDC? Cela nous permettrait de pouvoir enrichir avant de rentrer au professeur Boulaboula pour quelques questions lui adresser. Nous répétons que la plateforme est ainsi ouverte. Si nous avons des questions écrites, nous pouvons les poster dans la boîte à conversation. Pour les questions orales, la levée de la main nous permet de pouvoir vous identifier afin de vous accorder la parole pour cette fin utile. Y a-t-il des amis d'autres pays qui pourraient bien donner
l'expérience des pays où ils vivent par rapport à une seule santé? Eh bien, on attendra alors d'ici peu. Professeur, nous revenons donc à vous par rapport à votre présentation et particulièrement au niveau des perspectives. Vous nous avez parlé de quelque chose d'assez intéressant au niveau donc des perspectives. Vous avez dit, en dépit de la perspective privilégiée, donc un élément central demeure l'intégration des connaissances de tous horizons pour l'ensemble des personnes, des animaux, mais également des écosystèmes pour que la situation environnementale puisse permettre une bonne santé pour tous, donc pour chaque catégorie évoquée ici haut. Les aspects budget, les aspects financiers. Quels commentaires pouvez-vous faire autour de la chose? Parce que nous voyons bien que c'est une approche multisectorielle, mais qui amène à la table? Comment pouvons-nous avoir les fonds pour ça? Parce que ceci demanderait des moyens financiers, et certainement énormes. À vous, professeur. Merci beaucoup, confrère. Et l'aspect financier, c'est ce qui sous-tend toutes les actions qui sont programmées. On ne peut pas euh, engager de telles initiatives sans moyens. Et nous avons suivi notre confrère, le docteur Richard, qui a, qui a mis en lumière la synergie entre ministères au niveau du sommet pour collaborer étroitement, mais cela est financé quelque part. Moi, je pense que pour ceux qui sont aux affaires, pour ceux qui sont dans les ministères et qui comprennent l'importance de cela, ça ne doit pas seulement intéresser les chefs-lieux, les capitales des pays, mais cela doit intéresser aussi d'autres milieux dans les pays au niveau des zones de santé, hein, qui reste l'unité fonctionnelle de notre pyramide de santé, des soins. Donc, que tout cela se développe à la base et l'impact sera très important. Mais je souligne, s'il n'y a pas de financement, c'est un vœu pieux que nous aurons à répéter à chaque session. Merci. Merci beaucoup, professeur. Du coup, cela nous donne l'opportunité de revenir à Dr. Richard Kitei. Docteur, vous avez évoqué cet aspect au niveau central, mais comment est-ce que cela descend-il jusqu'au niveau de l'opérationnalisation? Parce que, comme nous venons de l'entendre dire professeur Ali, les moyens financiers. Il ne suffirait pas seulement d'envoyer les connaissances et de les mettre, évidemment, de constater que cette collaboration est utile. Comment est-ce qu'au niveau opérationnel, est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce qu'on partirait du niveau central jusqu'au niveau opérationnel pour que cela soit ressenti au niveau du vécu quotidien dans nos communautés? À vous, docteur Richard. Bon, je risque de ne pas vouloir répondre à la place des décideurs, mais je peux partager juste l'expérience de ce que nous avons vécu sur le terrain. Et ce que je dis, à la limite, c'est par rapport aux réponses aux épidémies. Lorsque nous nous retrouvons, je garde un peu plus mon domaine qui est Ebola, où je dis à toutes les interventions qui sont organisées depuis une certaine année,
les équipes, en se déployant, s'alignent sur un budget élaboré par la coordination, euh, les plans de réponse. Et ces plans de réponse prennent en compte toutes les activités qui seront organisées et au niveau euh, central et au niveau opérationnel. Donc, du coup, lorsque nous descendons sur le terrain, le thème de référence de la partie opérationnelle se contextualise et si des ressources manquent par rapport, par exemple, on n'a pas de vétérinaires sur place dans un coin où nous allons travailler, à ces moments-là, nous pouvons faire recours à Kinshasa pour déployer un vétérinaire qui va arriver travailler. Mais quand le vétérinaire arrive pour travailler, il va identifier des capacités où le travail minimaliste peut être, le transfert des compétences peut être fait pour qu'à son absence, que l'équipe locale soit à mesure de faire des prélèvements environnementaux, de faire des prélèvements auprès des animaux, de pêcher, d'attraper, piéger les chauves-souris, les attraper pour faire des prélèvements. Donc, il faudra que ce transfert de compétences se fasse. Il faudra aussi qu'avant le départ, que certains matériels de prélèvement soient dotés à la zone. Euh, Comme vous le savez, il y a ce développement depuis un certain temps de labos mobiles. Et ce laboratoire, chaque fois qu'il y a une épidémie, ne rentre pas au niveau central, ces labos restent. Des appareils GeneXpert que nous déployons restent dans les zones, il y a un transfert de compétences. Seulement, il y a un certain moment donné, on a toujours un problème de réactifs, les cartouches qui coûtent extrêmement cher. Et parfois, si c'est non utilisé, ça expire. Le renouvellement traîne au niveau opérationnel. Et il faut faire la main tendue auprès de partenaires pour un renouvellement et ainsi de suite. Et bon, peut-être cette politique de main tendue que nous devons combattre et que le niveau de ministère prenne ses responsabilités en sécurisant le fonds pour que ce fonds ait une traçabilité. Et aussi, non seulement qu'il faut sécuriser des fonds, non seulement qu'il faut avoir une traçabilité par rapport au rapport, mais mettre un mécanisme de contrôle en permanence pour que ce fonds ne soit pas dilapidé de n'importe comment. Je pense que c'est ces éléments de contribution que je pouvais partager par rapport à la question. Merci, prof. Merci, docteur. C'est intéressant, professeur. Chers amis, dans la boîte à conversation, aucune question n'est remontée. Nous rappelons aux participants qu'une main levée nous permettrait de pouvoir vous accorder la parole afin que vous puissiez donner votre contribution, sinon poser une question pour quelques éclaircissements. Euh, Assez rapidement, euh, je vois notre collègue Paul Yao. C'est comme si vous aviez ouvert le micro. Vous avez une contribution à faire? OK. Donc, professeur, une question va tout droit vers vous et vous avez évoqué les problèmes environnementaux. Nous imaginons que la gestion des déchets des excréta nous permet de pouvoir aussi essayer de pouvoir garder tant soit peu ou contrôler tant soit peu la dissémination de certaines maladies. Et quand vous avez parlé des vecteurs, tout de suite, nous pensons à la fièvre typhoïde qui très régulièrement est évoquée comme diagnostic. Nous pensons que c'est des diagnostics effectifs et dans beaucoup de, de parties de la RDC, la question que je poserai, c'est de savoir les environnementalistes et tout cela qui font la gestion des excréta, des excréments, de tout ce que l'on a. Je ne sais pas, dans le milieu où vous vivez, comment est-ce que cela est-il assuré
de façon à ce qu'on puisse aussi essayer de pouvoir minimiser la transmission de ces maladies. J'ajouterai tout de suite que dans cette notion, qu'il faille inclure l'éclosion de choléra actuellement, ci et là, au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est organisé par rapport à cette approche une seule santé? Et après vous, probablement une contribution du docteur Richard Kitenge qui peut probablement aussi avoir quelque chose par rapport aux approches actuelles pour essayer de juguler les crises que nous avons actuellement, les éclosions répétitives de choléra au niveau donc, de la République. Merci beaucoup. À vous, professeur. Merci, confrère, pour cette question bien intéressante qui nous interpelle sur notre contribution à tous pour juguler les maladies des mains sales. Vous l'avez souligné, à juste titre, la fièvre typhoïde, le choléra. En parlant du choléra, dans la ville de Bukavu, où je me trouve depuis quelques années, depuis que je suis parti de Lubumbashi, eh bien, c'est pratiquement chaque année, je peux me tromper, c'est pratiquement chaque année, il y a des menaces de choléra avec éclosion d'épidémies. S'il n'y a pas véritablement d'épidémie, mais il y a des cas qui sont rapportés. La difficulté, c'est d'abord l'accès à l'eau potable. Cet accès à l'eau potable, avec des difficultés que connaît la Régie des eaux, dans dans une ville avec un relief accidenté, eh bien, la population arrive à boire l'eau qui n'est pas appropriée et cela dégage surtout pendant la saison de pluie, comme elle a commencé, avec des fortes pluies, les risques de l'éclosion de choléra sont là. Et je peux dire sans crainte d'être contredit, la ville est en difficulté depuis 2, 3 semaines à cause des éboulements qui ont coupé les tuyaux de la régie des eaux qui ravitaillent la ville en eau. Et les travaux peinent à se terminer. Ils ont terminé, mais il y a eu encore de nouveau à cause des fortes pluies, éboulements, et cela a repris. Donc, la circulation des bidons jaunes dans la ville dans tous les sens pour chercher de l'eau, c'est un indicateur pour dire que, attention, il peut y avoir éclosion de choléra. Donc, le péril fécal, si nous pouvons parler de péril fécal, parce que vous avez évoqué la fièvre typhoïde et le choléra. Bon, si ce péril fécal n'est pas très visible là où je vis, je ne suis pas en la périphérie de la ville, mais je pense que euh, dans la périphérie de la ville, dans les cités, il peut y avoir des endroits où les fosses septiques sont ouvertes, ou que ça n'existait pas, où le contenu est déversé dans les endroits où ça ne doit pas être, et cela est déjà une source pour répandre le micro-organisme qui nous donne ces maladies. Voilà ce que je peux dire, mais quant à l'existence d'une plateforme ou d'une action qui lutte contre ça, je n'en connais pas. Mais l'inspection de la santé fait le nécessaire quand il y a éclosion pour sensibiliser la population et la soigner. Voilà ce que je peux dire. Peut-être s'il y a quelqu'un en dehors de confrère Kitenge qui va intervenir aussi,
il peut donner la situation de la ville en dehors de moi. Et j'ai vu la main levée de notre collègue Mathias. Cher collègue Mathias, y a-t-il moyen de pouvoir parler? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup, docteur Valérie, parce que vous avez parlé de l'environnement, notamment les environnementalistes. Et vous savez, le problème est très délicat, dans ce sens que l'environnement contribue beaucoup à cette santé humaine. Mais alors, la réalité du moment, surtout dans nos pays en voie de développement, il y a le problème d'assainissement. Et ça, c'est très, très important. Les milieux non assainis est un milieu très favorable pour la contamination des infections, pour le déclenchement des épidémies, etc. Alors, tout cela, comme disait le professeur, et j'ai rejoint docteur Kitenge Richard, qui parlait des moyens. En fait, la connaissance, on en a, les stratégies, on en a aussi, mais les moyens pour réaliser ces stratégies est difficile à trouver pour le moment. Alors, dans les cas de notre pays, par exemple, comme on venait juste d'avoir des nouvelles élections, des nouvelles autorités, si au moins euh, on faisait un plaidoyer au niveau des ministères de la Santé, au niveau des autorités sanitaires, pour voir comment, dans quelle mesure on peut améliorer à la hausse les budgets de la santé pour essayer de couvrir ça. Bien sûr, les connaissances, comme je disais, et vous êtes là pour faire le travail. Beaucoup d'organisations qui ont tendance de travailler ensemble pour promouvoir, n'est-ce pas, la santé une. Il y a la volonté, mais les moyens fédéraux. Donc, ici, sur le plan environnemental, il y a beaucoup trop à faire. Comme le professeur venait de le dire, les problèmes de l'eau, les problèmes des toilettes, les problèmes de nettoyage même de notre environnement euh, proche, ça crée toujours des problèmes. Que ce soit au niveau des écoles, que ce soit même au niveau des écoles de formation de santé, hein, que nous voyons ici, vraiment l'hygiène est déplorable. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Que si au moins tous ces partenaires-là, tous ces intervenants-là se mettaient un peu ensemble en train de réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut faire un plaidoyer pour que le budget de la santé soit revu à la hausse afin que nous puissions avoir les moyens conséquents pour essayer de matérialiser cette santé une. Je vous remercie, docteur, de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup, docteur. Avant de passer peut-être la parole à quelqu'un de plus contribution, j'aimerais bien poser la question. Les initiatives locales, en termes de plaidoyer local, ça veut dire ceci. Nous avons vu lors de l'épidémie de la COVID que les acteurs locaux ont essayé de se fédérer ensemble plutôt que d'attendre toujours l'intervention centrale. Ils ont essayé de se fédérer pour pouvoir essayer d'établir évidemment ces équipes de réponse multidisciplinaires et multisectorielles de façon à ce que les premières interventions se fassent déjà au niveau local. Et en ce moment-là, l'insuffisance du budget national peut être compensée par des initiatives, je dis bien compensée tant soit peu, par des initiatives locales de façon à ce qu'ayant identifié des acteurs qui peuvent contribuer en ceci et en cela, que l'on puisse essayer de pouvoir en ce moment-là circonstancier la réponse en fonction des moyens locaux, quitte à venir avec une application du plan national qui est là pour pouvoir essayer de pouvoir soulager tant soit peu. Sinon, une attente du niveau central pourrait prendre beaucoup de temps et empêcher à ce que nous puissions avoir de l'efficacité autour de la question. Sans plus tarder, permettez-moi de donner la parole
docteur Richard Kitenge, s'il y a quelque chose d'additionnel. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre présentation de ce jour avant de remettre la parole au présentateur du jour et pour la suite des programmes des semaines qui viennent. Merci. Merci, prof. Je ne sais pas si je serai bien écouté. Il y un bruit là qui perturbe avec des bruits. Je ne sais pas si c'est bon. Ça ne perturbe pas tout le monde. Je peux continuer. Jusque-là, c'est bon. Vous bon. pouvez continuer. Merci beaucoup. Donc, mes deux prédécesseurs, ils ont abordé dans ce que je voulais personnellement ajouter. Le prof a parlé de pénurie d'eau. Il a certainement raison. Mais j'aimerais que le prof ajoute dans ce qu'il a parlé tout à l'heure, la problématique de villes riveraines. Des villes riveraines par rapport à la gestion de matières fécales nous posera toujours problème, même s'ils ont de l'eau. Et ils vont toujours nous exposer au choléra parce que ce n'est pas seulement l'eau de boisson qui va poser problème, mais c'est cette même eau où ils vont aller laver les ustensiles, c'est cette même eau-là qui va laver la nourriture à préparer, ainsi de suite. Et on sera toujours exposé. Par rapport aux initiatives locales sur l'environnement, je pense que de plus en plus, ça disparaît. Je ne saurais pas dire mais au moment où on le réveille comme ça, pouvoir avoir peut-être le temps de essayer de sensibiliser les classes, le coût social, pour voir comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour récupérer ces initiatives que jadis étaient salutaires pour que ça soit remis en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, les défis, c'est l'éducation de base par rapport à l'hygiène publique. Et cette éducation de base doit commencer par les familles. Donc, il faudra que les parents apprennent la gestion des déchets déjà aux enfants dès le bas âge. Et pourvu qu'eux-mêmes, ils en maîtrisent. Les églises doivent en parler. L'école doit parler. Donc, si déjà dans ce sens-là, nous avons la maîtrise de l'information ou que déjà l'enfant comprend que jeter le pot de banane sur la route, c'est une faute, ainsi de suite, l'État aussi peut s'approprier pour rendre cela sanctionnable, comme dans d'autres pays, où si tu craches sur la route, tu es sanctionné, tu jettes la peau de banane, tu jettes la saleté sur la route, tu es sanctionné, tu as une amende. À ces moments-là, nous pouvons être sûrs qu'un changement peut nous être. Parce que si on peut injecter autant de moyens aujourd'hui que nous avons, si l'éducation de base n'est pas priorisée, je pense que nous serons en train de faire un pansement sur un abcès qui a suffisamment évolué. Merci, professeur. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Nous sommes maintenant arrivés presque à la fin de la session de ce jour, notre session, la toute première de cette année 2024. Professeur Ali Boulaboula, avez-vous un dernier mot avant de vous remettre la parole tout autrement comme président du conseil d'administration de SCPCI? Pour la suite des programmes qui nous attendent, nous disons grand merci pour votre disponibilité, aux panélistes aussi grand merci, aux participants. Nous ne manquerons de pouvoir vous dire sans cesse merci parce que sans vous, ces activités ne se tiendraient pas. Véhiculer et partager l'information nous permettrait d'avoir encore davantage de personnes qui pourraient être aguerries, être informées afin que nous puissions faire bénéficier à nos communautés de ce que la science disponibilise. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je rejoins le confrère Kitenge pour ce qu'il a dit. Au fait,
il a souligné le fait qu'il n'y a pas que l'eau de boisson qui manque et qui apporterait ces maladies. Il a cité la problématique des villes riveraines. C'est vrai. Il y a un bruit de fond terrible. Et professeur, nous allons fermer le micro de M. Oui, allez-y, professeur, à vous. Oh, OK. Donc, il a souligné le problème la problématique des villes riveraines. C'est réel. Nous sommes dans un paradoxe. Nous sommes dans un paradoxe. D'abord, en fonction de l'accès à l'eau potable. L'hydrographie de ce pays est scandaleuse, mais l'accès à l'eau potable pose problème. C'est un fait. Mais aussi, l'urbanisation galopante des villes principales fait que les gens cherchent à être autour ou le long des rivières ou des lacs, mais l'évacuation des déchets, par pudeur, je ne veux pas citer quelque chose, eh bien, ça va dans la rivière. Alors, si ça va dans la rivière, la pollution est grandissante, il n'y a pas d'eau à boire. On va aller vers la même rivière pour chercher de l'eau. Ben, imaginez la suite. Donc, le pouvoir public a beaucoup à faire pour sensibiliser les populations et pour interdire certaines pratiques et doit donner le type de maison à construire à tel endroit et ce qu'il faut pour que les gens y habitent. Je crois avoir dit l'essentiel. Comme nous avons terminé et que vous m'avez demandé de dire un mot pour la suite de nos sessions, je commence par remercier d'abord les participants pour une première session de l'année. Moi, je suis content de voir tout le monde et surtout les habitués, mais aussi les nouveaux qui nous ont rejoints et je leur remercie. La semaine prochaine, on va parler des zoonoses. Donc, la PCI, hein, pour éviter ces zoonoses. Et la semaine d'après, on va revenir sur la résistance aux antibiotiques, toujours en rapport avec une santé. Voilà le programme qui est donné. Bon, la 4e semaine, on va trouver un titre pour clore notre mois et sur ce thème, une santé. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine semaine. Merci bien. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Merci, au revoir. Merci, merci. Merci et au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup.